Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ils étaient d'accord avec le constat accablant du rapport Sauvé sur les abus sexuels dans l'Église. Ils se divisent déjà sur l'application de ces recommandations. C'est le président de la Conférence des évêques de France qui a allumé la première mèche. Pour Monseigneur Moulin-Beaufort, on ne peut pas trahir le secret de la confession, même en cas d'abus sexuel. Résultat, des fidèles déconcertés, une invitation à s'expliquer au ministère de l'Intérieur mardi et désormais une question, Virginie Riva. Est-ce une fin de non-recevoir de la part des évêques ? Oui, très clairement, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort exprime une première très forte résistance contre l'une des recommandations du rapport Sauvé, et tout est étayé juridiquement. D'abord sur le plan pénal, alors que Jean-Marc Sauvé dit qu'un prêtre ne doit pas se cacher derrière le secret de la confession pour ne pas dénoncer. L'Église, elle, s'appuie sur une circulaire de 2004 reconnaissant le secret professionnel dont bénéficierait le prêtre. Par ailleurs, Jean-Marc Sauvé se réfère également à un autre principe de droit naturel, cette fois l'obligation de protection de la vie et de la dignité humaine. Éric de Moulin-Beaufort lui répond, c'est précisément pour que la parole des victimes puisse se libérer dans l'enceinte du confessionnal qu'il faut que le secret de la confession reste absolu. En réalité, ce qui se joue, c'est que c'est la première fois que l'Église est attaquée directement sur ses textes, sur ses enseignements, comme obstacle au traitement de la pédophilie en son sein. L'islam, lui, a beaucoup plus été questionné sur ses propres textes. Pour l'Église, l'être à son tour est intolérable. Virginie Riva, spécialiste de la question religieuse à Europe 1. Le parquet d'Évry ouvre une enquête pour viol et agression sexuelle à Centrale Supélec. C'est la directrice de cette prestigieuse école d'ingénieurs qui a elle-même alerté la justice après une enquête interne menée en interne. Elle révèle une centaine de cas de harcèlement, d'agression sexuelle et de viol commis lors de l'année scolaire précédente. Dans 9 cas sur 10, l'auteur est un étudiant. Marseille s'apprête à dire adieu à Bernard Tapie. Ses obsèques sont prévues ce matin à 11h en la cathédrale Sainte-Marie-Majeure de Marseille. Bernard Tapie sera ensuite inhumé au cimetière de Mazargues, la ville qui n'en finit pas de rendre hommage à l'ancien président de l'OM. Hier, plusieurs milliers de fans sont venus au stade Vélodrome pour se recueillir devant le cercueil du boss, comme il l'appelait. Frédéric Michel leur a tendu son micro. C'est son dernier match aujourd'hui au Vélodrome. C'était magnifique. Avec Jean Plat, l'arrivée du cercueil avec les supporters qui suivent, un hommage mérité, digne, émouvant, le recueillement aussi, et une pensée pour sa famille. Nous, supporters, jeunes, vieux, riches, pauvres, nous voulions te dire merci de nous avoir permis de devenir ce que nous sommes. J'ai envie de dire que c'était presque parfait. Les jolis textes, les groupes de supporters étaient là pour représenter, la famille qui était là en plus, donc ça c'est formidable. C'est à la hauteur de l'homme. Rarement je pleure, mais là j'ai failli verser quelques larmes. Le fait de voir le corps sur la pelouse. Il a choisi d'être inhumé à Marseille. Il y aura vraiment beaucoup de monde. Il n'y a pas de tirage du monde. Les Marseillais et non Marseillais. Un reportage signé Frédéric Michel. Europe 1, il est 7h04. On a appris hier soir la disparition d'un grand homme de la presse française, Étienne Moujotte. Il nous a quittés à l'âge de 81 ans. Patron des plus grandes rédactions d'Europe 1, bien sûr, au Figaro, en passant par TF1, dont il a accompagné la privatisation au milieu des années 80. Itinéraire d'un homme qui avait le don de transformer en or tout ce qu'il touchait. Caroline Baudry. Est-ce qu'un jour, je pourrais franchir les portes d'Europe 1 et peut-être même un jour parler au micro d'Europe? C'était ça mon rêve. Le rêve réalisé d'Étienne Moujotte, ancien patron d'Europe 1. Interrogé sur notre antenne en 2007, il revenait sur sa carrière qu'il débute à Paris-Normandie comme jeune journaliste avant de briller dans les rédactions de France Inter, Europe 1, RTL, Le Figaro notamment. Numéro 2 de TF1 dès 1987, il transforme la chaîne en machine à audience, leader de la télévision française. À ses côtés pendant 40 ans, le patron de presse Francis Morel, son collègue et ami. Moi, ce qui me frappe chez Étienne, c'est que toutes ces expériences professionnelles se sont soldées par des réussites exceptionnelles. Et je n'en rajoute pas. Et humainement, il y a une chose que je dois dire, c'est que c'était quelqu'un d'extraordinaire parce que de très intéressé par les gens. Et c'est ça qui faisait sa réussite, à mon avis, c'est que humainement, c'était quelqu'un d'exceptionnel. Un homme discret sur sa vie privée, décrit comme sensible, cultivé. Radio Classique est la dernière maison qu'il a dirigée. Il raconte y avoir réuni ses deux passions, la musique et l'information. Caroline Baudry. Rapprocher l'école de l'entreprise, c'est ce que prône Jean-Michel Blanquer. Il le défendra encore aujourd'hui à Poitiers. Le ministre de l'Éducation nationale participera à la première université école-entreprise. Europe 1 y sera aussi, puisque Jean-Michel Blanquer sera l'invité exceptionnel de La France Bouge à 13h. L'occasion pour lui de préciser sa pensée et son objectif. Désormais, l'objectif, c'est qu'il y ait environ 50 heures par an dans une coopération État-région pour que les métiers, notamment, soient présentés aux élèves
dès la classe de 4e, de manière très concrète, de manière très visible et de façon à ce qu'ils puissent mieux connaître le monde de l'entreprise. Et en faisant en sorte notamment que les collèges, eux aussi, aient des relations avec les entreprises plus systématiques pour avoir des offres de stage pour tous les élèves de France. On prend le sujet en sandwich, si je puis dire. D'une part, des conventions avec les entreprises, comme celle qu'on a signée aujourd'hui. Vous avez donné l'exemple de Veolia et de L'Oréal, par exemple. Ça peut être des grandes entreprises, mais aussi des PME, bien sûr. On signe avec eux, à l'échelle en général des rectorats, de façon à ce qu'ils aient une offre et qu'ils aient du volontarisme. C'est aussi par l'autre côté que l'on prend le sujet, en demandant au collège et au lycée d'avoir cette approche systématique de partenariat avec les entreprises pour cela. Jean-Michel Blanquer, que vous retrouverez donc à 13h sur Europe 1 dans l'émission La France Bouge, en direct du Futuroscope de Poitiers. Un exploit pour terminer ce journal, celui des Bleus hier soir face à la Belgique. La victoire 3-2 des Français face au Diable Rouge. Un exploit, oui, et un match 5 étoiles. Les Français étaient menés 2-0 à la pause. Ils ont tout renversé en 3 quarts d'heure, Cyril de la Morinerie. Oui, une seconde période incroyable. Les Bleus étaient menés 2-0. Karim Benzema et Kylian Mbappé décident de sonner la révolte. L'attaquant du Real Madrid marque entre 3 défenseurs. Le Parisien de 22 ans transforme un pénalty de partout avant l'emballement final. Un but de Lukaku refusé pour un hors-jeu. Paul Pogba sur coup franc touche la barre transversale. Et finalement, Théo Hernandez envoie un boulet de canon en pleine lucarne. 3-2 pour les Bleus. Patrick, supporter français, est aux anges. La volonté, ils se sont donné plus en deuxième période qu'en première. On a une superbe équipe de France. Didier Deschamps, grand sourire, est allé embrasser tout son staff, puis l'ensemble de ses joueurs. C'est la première fois depuis le début de son mandat que les Bleus s'imposent après avoir été menés 2-0. C'est fabuleux ce que l'équipe de France a réussi à faire. Par moi, je ne pense pas qu'il y avait beaucoup de personnes qui pouvaient penser qu'on allait renverser cette situation. Il y a toujours cet état d'esprit, cette force de caractère pour inverser la tendance. Et après ce match homérique, les Bleus vont désormais se rendre à Milan. Ils affronteront dimanche soir l'Espagne en espérant décrocher un nouveau titre. Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1 et cette finale contre l'Espagne se jouera quoi qu'il arrive sans Lucas Digne. Le défenseur français s'est blessé à l'entraînement. Merci Christophe Lamar. Vous revenez tout à l'heure à 8h30 dans